quel bonheur de vous recevoir dans ce tout premier épisode de Génération Libérée. J'ai invité Cindy à mon micro, incroyable jeune femme 8 fois championne du monde de boxe thaï et freelance en recrutement depuis la Thaïlande. Elle a accepté de me partager un bout de son aventure, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute à tous. Donc, je m'appelle Cindy Sylvestre, je suis boxeuse professionnelle en boxe thaïlandaise et en parallèle, je suis freelance dans tout ce qui est relations école-entreprise et recrutement. La relation entreprise, ça va faire 7 ans, donc avant d'être freelance, puisque j'ai vraiment fait tous les types de contrats sur la relation entreprise. J'ai commencé en service civique, je suis allée jusqu'au CDI et quand je me suis lancée en freelance, j'ai gardé la partie relation entreprise, école-entreprise parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment et en plus, je me suis ouverte au recrutement. J'ai commencé en France, donc j'étais en province au début. J'ai commencé vraiment, comme je disais, en service civique pour vraiment découvrir ce qu'il y avait possibilité de faire dans ce type dans la formation professionnelle. Et il y a 4 ans maintenant, en partant sur la région parisienne, j'ai commencé en tant que chargée des relations école-entreprise, donc à l'école l'ETNA qui est à Ivry-sur-Seine. Et puis j'ai évolué, je suis passée jusque responsable des relations école-entreprise. Et puis quand j'ai décidé de me lancer dans le grand bain freelance, j'ai gardé des missions du coup pour cette école. Maintenant, j'ai une partie avec eux et puis j'ai d'autres missions avec d'autres clients, notamment en recrutement. Moi, avec cette entreprise, j'ai été très claire dès le début en expliquant mon parcours professionnel sportif à côté et on a au début mis en place la possibilité que j'aille en Thaïlande pour certains événements. Donc, on avait un peu un accord, tant de mois dans l'année à l'étranger, tant de mois en fixe au bureau. La réalité a fait que j'avais énormément d'opportunités en Thaïlande et il y est arrivé un moment où même moi, dans ma vie personnelle, j'avais envie de pouvoir rester sur place. Sauf que ce n'était pas possible avec la politique de l'entreprise et donc moi, de moi-même, j'ai dit écoutez, c'est pas grave, malheureusement, on va arrêter. Je vais faire autre chose ou ailleurs et nos chemins se séparent à ce moment-là. Et c'est quand je me suis lancée en freelance, ça a été en parallèle, vraiment. Eux, ils m'ont dit mais attends Cindy, là du coup la politique de l'entreprise, forcément ne te concerne plus puisque tu es indépendante et tu as déjà fait tes preuves auparavant, donc on peut facilement au niveau du groupe faire comprendre pourquoi on souhaite que tu continues sur certaines missions avec eux. Donc je n'ai pas gardé mon poste tel qu'il était en CDI avant, puisque moi j'ai accepté des missions ailleurs en parallèle, mais en tout cas j'ai encore toute une dynamique d'accompagnement avec certains étudiants et je m'occupe de tout ce qui est recherche d'entreprise, organisation de forums 100% à distance. Je joue beaucoup avec le décalage horaire parce que du coup j'ai le sentiment d'avoir plus que 24 heures pour gérer ma journée. Mon premier entraînement, il est à 6h le matin en Thaïlande. Donc de 6h à 9h, je suis à l'entraînement. Après l'entraînement, je commence à traiter tout ce qui est mail, tout ce qui est campagne d'automatisation et tout ce qui peut se faire sans avoir à parler directement avec quelqu'un en France, du coup, puisqu'en France, c'est la nuit. Donc les gens dorment. Donc ensuite, ça arrive rapidement à 11h, midi. À ce moment-là, j'ai la possibilité de manger, de me reposer un peu, puisque du coup, quand les gens vont arriver en France, ils ont déjà obtenu des réponses par mail et le temps qu'ils traitent de leur côté et tout, le temps qu'ils arrivent, moi, je peux reprendre uniquement vers 14h, 15h. À ce moment-là, j'ai placé des rendez-vous visio ou téléphoniques avec des personnes en France. J'ai un entraînement de 16h à 19h en Thaïlande et à 19h30, en règle générale, je reprends mes missions en France. Et donc, du coup, je peux reprendre des rendez-vous téléphoniques. Donc, ça fait à peu près 13h30 en France. Je peux reprendre des rendez-vous téléphoniques ou visio avec des personnes qui sont en France. Alors, forcément, ça peut me faire finir tard, parce que parfois, j'ai des personnes qui me demandent des rendez-vous téléphoniques à 16h en France. Mais après, c'était un choix de vie. L'avantage, c'est qu'en Thaïlande, donc moi, j'ai pris la décision de vivre dans le camp de boxe thaï où je m'entraîne. Donc, mon setup pour travailler est dans ce camp de boxe thaï. Du coup, j'ai aucun déplacement qui est royal. Avant, j'étais en région parisienne. Oui, mais pour m'entraîner, il me fallait déjà une demi-heure, voire 1 heure de transport pour y aller le matin. Et puis ensuite, aller au travail. Et puis voilà, ainsi de suite. Et au final, j'étais effectivement sur place 7 heures. Je m'entraînais 5 heures, mais je perdais un nombre d'heures considérable dans les transports. Alors que maintenant, ces heures-là, je peux m'en servir pour lancer des campagnes d'automatisation ou pour certains clients, pour faire des échanges ou autre. Mon agenda, c'est un Tetris géant. Je suis beaucoup moins fatiguée que quand je devais aller dans un bureau avec les transports. Que ce soit avant en province ou en région parisienne, je suis clairement moins fatiguée maintenant, alors que je cumule plus d'activités que dans le mode, on va dire, standard de présentiel. Effectivement, il peut y avoir de la fatigue qui se cumule, mais bon, je m'entraîne 6 heures par jour, donc en fait, ça s'entend totalement.
temps, mais il n'y a aucune fatigue morale, vraiment. Je m'organise et puis s'il y a un jour où je suis trop fatiguée parce que j'ai combattu ou pour n'importe quelle raison, c'est pas grave. Je me réorganise pour que du coup, j'ai plus de travail le lendemain ou un peu plus tard. Donc c'est vraiment, moi, mon mode de vie actuel est un pur épanouissement parce que je gère tout de A à Z et je m'épanouis totalement dans mes deux passions. De base, je suis pas quelqu'un d'extrêmement sociable lorsque je suis en open space, par exemple. J'ai un meilleur lien social 100% à distance plutôt que celui que je pouvais avoir avant sur place. Ce qui me frustre, moi, c'est par exemple d'être coupé toutes les 5 minutes. Je préfère un bon moment de 1 heure, 2 heures non-stop où je vais être à fond dedans et où j'aurai un super rendement plutôt que 3h30 où on sera venu me poser des questions ou venir boire un café avec forcément des discussions qui sont pas 100% travail. Le lien social, l'avantage, c'est que comme c'est venu petit à petit, en fait, ces absences et puis finalement cette full absence, on a toujours eu l'habitude d'échanger via Slack ou via d'autres chats et puis on peut allumer une visio de temps en temps sans aucun problème. Mais mes échanges avec mes anciens collègues sont beaucoup plus qualitatifs maintenant qu'avant. Quand on est sur place, parfois quelqu'un va venir nous poser une question, en fait, il nous a interrompu, on était un peu énervé à ce moment-là, on va lui répondre de façon un peu froide. Là, à l'instant T, je reçois un message. Si je suis trop occupée et que j'ai envie de prendre 10 minutes pour y répondre, je peux. Et du coup, forcément, la réponse va être plus qualitative. Et quand on fait des échanges, parce que forcément, il y a des réunions qui sont amenées à exister, je trouve qu'elles sont aussi plus qualitatives. On s'organise en visio, on se dit c'est 30 minutes et on déborde pas. Hop, 30 minutes, la visio est coupe terminée. Jusque-là, j'ai pas forcément de négatif à ressortir de ce fonctionnement de travail. Mais après, parce que moi, ça me correspond très bien. Et je peux entendre que le 100% télétravail ne convient pas à tout le monde. Moi, je pars du principe que si quelqu'un est réticent au départ, c'est pas grave. Il ira vers une personne qui n'est pas en full remote ou qui n'est pas asynchrone. Et puis la personne qui n'est pas réticente, elle viendra. C'est un petit peu comme toute espèce, on va dire, de discrimination. Clairement, personne, elle a pas envie, c'est pas grave. Ça tombe bien, je n'ai pas envie de forcer quelqu'un à travailler avec quelqu'un qui n'a pas envie. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de difficulté plus que quelqu'un d'autre à développer mon activité. Personnellement, je me sentais épanouie quand j'étais ici, donc forcément, ça amène de meilleures performances. Et l'encadrement n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même un fonctionnement sportif très associatif. La plupart du temps, même les sportifs de haut niveau, on est obligé le matin d'aller dans des salles filiales type Basic Fit ou Fitness Park, ce genre de salles. Et nos salles sportives sont ouvertes 2-3 jours par semaine. Et si on veut encore s'entraîner à côté, il faut trouver des coachs, les payer et encore se déplacer dans d'autres endroits. Ce qui est fatigant sur tous les plans. Moi, par exemple, la salle où j'allais m'entraîner était à Étampes et moi, j'habitais Ivry-sur-Seine. Donc clairement, on est 1h30 à l'aller, 1h30 le soir quand tout se passe bien. En Thaïlande, je suis sur place, je n'ai qu'à traverser la cour pour partir m'entraîner et pour revenir travailler. Donc je n'ai plus toute cette fatigue des transports, je n'ai plus la fatigue morale. Donc forcément, ça joue sur les performances. Ici, louper un entraînement, c'est quasi impossible. En France, on va pas se mentir, à la fin de la semaine, quand on a fait tous les trajets tous les jours, il arrive que le vendredi ou que le samedi, le sportif, même le plus chevronné, ils disent c'est bon, j'ai besoin d'une pause. Là, ici, mis à part être très malade, on ne peut pas louper un entraînement. Donc forcément, ça va emmener de meilleures performances. Donc mon fonctionnement, restant ici sur place, en m'épanouissant personnellement, ça a forcément emmené de meilleures performances sportives. Et en plus, ça a aussi emmené le fait que je puisse combattre sur les meilleurs circuits mondiaux toute l'année. Alors qu'avant, je faisais des allers-retours où forcément, j'étais là peut-être 3 mois, mais du coup, quand je rentrais, j'avais plus accès à ces circuits. Pour moi, le moment où je devais rentrer en France, c'était un moment hyper frustrant. Et il me fallait un certain temps, plusieurs semaines, pour me sentir de nouveau en phase avec moi-même. Et souvent, à peine je me sentais en phase, hop, je reprenais l'avion pour repartir. En fait, j'ai eu beaucoup d'événements personnels. Il y a eu une séparation qui a vraiment fait qu'à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, bon, la région parisienne, je me sens mal quand j'y suis, il faut que je fasse quelque chose. Il suffit de prendre la décision et c'est vraiment l'une des meilleures décisions, en tout cas, que j'ai prises jusque-là. Ce qui m'a justement étonnamment surpris, puisque ça faisait quand même quelques années que je faisais de gros voyages, des gros allers-retours comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée définitivement, où vraiment j'ai rendu mon appartement, j'ai juste gardé ma boîte postale en France, mais j'ai rendu mon appartement et je suis venue
vraiment en expliquant à mon camp, cette fois c'est terminé, je suis là tout le temps, vous pouvez me bloquer des combats tout le temps. Et ben, ça a été étonnamment à ce moment-là où j'ai vraiment eu une grosse crise de stress et où ça a été plusieurs mois compliqués. En fait, je pense que le fait avant d'avoir un appartement en France, peut-être c'était une petite soupape de sécurité en fait, interne. Et qui du coup, bah là où vraiment le moment, je me suis dit, allez, c'est bon, cette fois c'est terminé. C'est une autre page de ta vie. Il faut que tu arrives à développer ton activité 100% à distance. Tu n'as plus le choix. Tu n'as plus de bureau, tu n'as plus de chez toi. Donc de toute façon, maintenant, c'est fini. Il faut tourner et avancer autrement. Mais bon, c'est comme tout, hein. Je veux dire, on passe au-dessus et puis on continue. Hein. Puis échanger avec d'autres combattants qui ont fait eux aussi le choix de partir et de venir s'installer ici. Donc ce qui m'a rassurée, c'est le fait que d'avoir cette mauvaise passade, tout le monde l'a eu en fait. Donc ça a pu me rassurer. Par contre, j'étais la seule où vraiment j'avais gardé mon activité asynchrone, freelance, et qui l'ai développée à ce moment-là. D'autres personnes l'avaient fait avant et d'autres personnes ont fait le choix de plutôt cesser toute carrière professionnelle et éventuellement trouver des boulots alimentaires en Thaïlande. J'ai toujours eu le fil rouge dans ma vie de la boxe thaï où je voulais grandir et en même temps, j'ai toujours su au fond de moi qu'un jour ça allait s'arrêter et qu'il fallait donc faire autre chose dans lequel j'étais complètement épanouie. Donc je me suis toujours forcée à avoir ces deux fils conducteurs dans ma vie où je me dois d'être 100% épanouie. S'il y en a un qui s'arrête, c'est pas grave, j'ai de l'épanouissement encore ailleurs. Mes objectifs en termes de chiffres étaient bien meilleurs une fois que j'étais vraiment établie ici. J'étais déjà quelqu'un d'assez performant avant, mais par contre, vraiment, j'ai vu la différence quand j'ai pu m'organiser à ma façon, parce que ça c'est quelque chose de très important pour moi, de pouvoir gérer, de pouvoir m'organiser de telle ou telle façon, tester des choses, et le fait d'être vraiment 100% maître de ce que je fais, ça m'a permis vraiment d'être bien plus performante, de voir les choses d'une autre façon, le fait de travailler aussi par exemple le matin, pendant qu'en France tout le monde tout le monde dort, et ça me permet d'apporter des réponses posées, ça me permet d'avancer sur beaucoup de choses. Et du coup, quand les gens en France, j'ai mes rendez-vous téléphoniques ou j'ai mes visios avec mes étudiants, je suis à 100%, voire 200%. Et en fait, mon épanouissement se ressent de toute façon, que ce soit avec mes collègues ou les étudiants que j'ai pu commencer à accompagner avant et donc du coup qui ont tous suivi cette évolution. Forcément, quand on est 100% épanoui, c'est un peu comme quand on téléphone. Ton téléphone, on dit souvent, quand t'as quelqu'un qui a le sourire au téléphone, tu l'entends. Et ben là, même s'il n'y avait pas la caméra, de toute façon, ça s'entendrait que vraiment je suis à 100% de mon épanouissement. Dans le gym où je vis, et il y a vraiment du coup de toute classe sociale dans le gym où je suis, puisqu'on a forcément les propriétaires qui sont des gens aisés et on a les entraîneurs ou combattants qui sont vraiment une des classes les plus basses du pays. Pour eux, ça leur a jamais semblé bizarre que quelqu'un puisse travailler 100% en ligne. J'ai déjà fait des petites missions en Thaïlande, justement, avec des entreprises internationales, forcément. C'est pareil, je leur ai expliqué que j'étais une full remote, que je ne souhaitais pas bouger justement pour mes problématiques d'entraînement. Ils n'ont jamais eu de problème avec ça. Je pense que la France a un petit train de retard. Notre période de confinement et autres a permis vraiment d'accélérer le train en version TGV. En tout cas, ici, ça n'a jamais choqué, ni même posé de questions. Pour eux, écoute, tu travailles en ligne, c'est parfait. Si les salariés n'ont pas été formés, je dirais même plus loin que formé, vu qu'il est au 100% télétravail, je pense que ça peut être compliqué. Que ce soit le salarié basique ou que ce soit les managers. Parce que manager à distance, ce n'est pas pareil. Travailler à distance, ce n'est pas pareil. Et je pense qu'il y a toute une problématique où il faut aussi se renseigner sur le bien-être du salarié en télétravail. Commencer pour vivre de sa passion, ça va être très dur. C'est ce qu'il faut se dire. Mais par contre, quand on va avoir réussi à soulever les bons leviers, c'est un épanouissement vraiment. C'est-à-dire que là, moi maintenant, j'ai entre guillemets la vie parfaite que j'ai toujours voulu avoir. Je travaille 100% en full remote, je suis dans l'endroit où j'ai envie d'être et je manage ma vie vraiment comme je veux. Mais quand j'ai commencé à vouloir vivre de ma passion, je travaillais en usine la nuit ou alors je travaillais à faire des ménages très très tôt le matin. Donc j'ai vraiment commencé des conditions extrêmement dures. Mais dans ma tête, il y a toujours eu la ligne directrice, je vais vivre de ma passion, je vais y arriver. Donc vraiment le plus important, c'est de se dire qu'il va y avoir des difficultés et que les difficultés, elles sont là pour être surmontées et qu'on finira par y arriver. Quelle qu'elle soit la passion, qu'elle soit sportive, artistique ou autre, vraiment, il y a toujours possibilité de réussir à vivre de ça. C'est juste que voilà, il faudra faire des ajustements. Et puis c'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Hein. On va tomber une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On se relève, c'est pas grave et on trouve la solution, on finira par y arriver. Je le dis souvent sur mes autres réseaux parce que alors forcément LinkedIn, ça reste quand même assez professionnel. Mais sur mes autres
réseaux, on voit un peu plus ma vie et je fais souvent des rappels parce que sur nos autres réseaux, on va tendance à reposter les bons moments de vie. C'est-à-dire que quand je vais manger dans un bon rooftop à Bangkok, je vais prendre des super photos et du coup, les gens, ils peuvent penser, surtout les jeunes qui suivent, que ça va être très facile. Non, je fais souvent des piqûres de rappel. Avant d'avoir ça, il faut savoir passer par beaucoup plus bas. Et bien sûr que ça va s'aligner avec le télétravail. Il n'y a pas le choix. Comme je l'ai dit, de toute façon, parfois, il y a des choses, il faut savoir contourner ou faire autrement. Mais dans tous les cas, j'ai toujours eu un point d'honneur depuis toute petite, c'est de réussir à faire ce que je veux. Et quelle belle conclusion pour terminer ce premier épisode en beauté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et surtout à vous abonner à Génération Libérée pour en avoir encore plus. À bientôt!